بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire une série de vidéos sur initiation au traitement de signal ou bien introduction au traitement de signal. Donc, on va commencer par la représentation temporelle des signaux. Donc, le module هذا راح نشوفوا traitement de signal, une introduction au traitement de signal, les différents chapitres اللي كاينين. راح نشوفوا la transformation de Fourier, les systèmes linéaires continus, le filtrage analogique, le passage mécontinu discret, la transformée de Fourier en discret, les systèmes linéaires discrets, راح نشوفوا le filtrage numérique et la DSP, c'est Digital Signal Processing. Donc, le contenu de ce chapitre, on va commencer par une introduction, définition d'un signal. Qu'est-ce que le traitement du signal? Les chaînes de traitement de l'information. Deuxièmement, on va voir la classification des signaux, les signaux élémentaires, des notions de corrélation, notion de distribution. La notion de distribution, on va voir la définition d'une distribution et plus l'impulsion de Dirac. On va commencer par le signal. Le signal, c'est la représentation physique d'une information à transmettre. Donc, c'est une entité qui sert à véhiculer une information. Comme exemple, nous avons les ondes acoustiques, les courants délivrés par un microphone pour la parole et la musique, des sondes biologiques, le EEG, le ECG, une tension aux bornes d'un condensateur en charge, des signaux géophysiques, des vibrations sismiques. Domaine de finance, nous avons le cours de la bourse, les débits de la scène, les images, des vidéos, etc. Donc, pour le bruit, c'est un phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou l'interprétation d'un signal. Maintenant, on va définir le traitement de signal. Donc, ce sont des ensembles de techniques permettant de créer, d'analyser, de transformer les signaux en vue de leur exploitation. C'est l'extraction du maximum d'informations utiles d'un signal perturbé par le bruit. Donc, la notion très importante, c'est bien le bruit. Pour les fonctions du traitement signal, c'est la première des choses, c'est créer, c'est-à-dire l'élaboration de signaux, soit pour la synthèse, création de signaux par combinaison de signaux élémentaires. Donc ici, par exemple, vous avez le signal résultant, c'est la somme des trois signaux élémentaires. La modulation, c'est l'adaptation du signal au canal de transmission. Vous avez un exemple d'une modulation d'amplitude, donc voici le signal. Vous allez multiplier par une onde porteuse. À la fin, vous aurez une onde porteuse modulée. Deuxième fonction du traitement de signal, c'est bien l'analyse, donc c'est l'interprétation des signaux. C'est la détection, isoler les composantes utiles d'un signal complexe, l'extraction du signal d'un bruit de fond. Pour l'identification, c'est le classement du signal, identification d'une pathologie sur un signal ECG, la reconnaissance de la parole, etc. Donc, vous voyez ici un exemple d'un son voisé et son spectre. Et ici, un autre signal sous forme de son non voisé, bien sûr, avec son spectre. Donc, troisième fonction du traitement de signal, c'est bien pour transformer. Donc, c'est adapter un signal aux besoins. On va commencer par le filtrage, c'est l'élimination de certains composants pour la détection de craquements sur un enregistrement, détection de bruit sur une image, l'annulation d'écho, etc. Nous avons aussi le codage et la compression, soit codage JPEG, MP3, MPG4, etc. Pour la chaîne de traitement de l'information et le traitement de signal, vous avez le système physique. Vous devez le passer à travers un capteur qui doit être accompagné avec le bruit. Après la transmission, toujours avec le bruit.
À la sortie vers un récepteur et le traitement. À la fin, pour le traitement, vous avez l'analyse, l'extraction d'informations, reconnaissance de forme, compression, un P3 par exemple, etc. Pour l'objectif, c'est bien connaissance théorique élémentaire pour décrire et représenter les signaux, comprendre le principe et les limites des méthodes de traitement, la mettre en œuvre des méthodes de traitement simples. Donc, l'objectif de ce premier cours, c'est bien classification des signaux selon différentes catégories, soit leur dimension, leur évolution, leur énergie, leur morphologie. Donc, pour l'énergie et puissance et notion de corrélation. On passe maintenant à la classification des signaux. On va commencer par la classification dimensionnelle, c'est-à-dire soit nous avons un signal monodimensionnel, donc c'est une fonction d'un seul paramètre, pas forcément le temps, une concentration, une abscisse, etc. Deuxième type de signal, c'est bien le signal bidimensionnel 2D, exemple, image en niveau degré, signal tridimensionnel 3D, exemple, un film en noir et blanc. Pour la classification phénoménologique, vous avez l'évolution déterministe ou aléatoire des signaux. Pour les signaux déterministes, ce sont des signaux dont l'évolution en fonction du temps t peut être parfaitement décrite grâce à une description mathématique ou bien graphique. Donc, vous avez des sous-catégories, soit un signal icône périodique, ou bien apériodique, ou bien transitoire. Donc, pour le périodique, nous avons quel que soit t, x de t peut se mettre dans la forme de x de t plus kt. Apériodique, c'est un signal à support non borné. Transitoire, donc, il a un support borné. Le signal réel, c'est un signal représentant une grandeur physique, son modèle mathématique sur une fonction réelle, exemple, une tension aux bornes d'un condensateur. Toujours avec la classification phénoménologique, nous avons les signaux aléatoires ou bien stochastiques. Ce sont des signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible et dont on ne peut pas prédire la valeur à un temps t. La description est basée sur les propriétés statistiques des signaux, soit la moyenne, la variance, la loi de probabilité, etc. Exemple, le résultat d'un jet de dés lancé toutes les secondes, donc la moyenne c'est 3,5 et l'écart type égal à 1,87. Nous avons aussi les signaux aléatoires stationnaires. Donc, ce sont stationnaires, c'est les caractéristiques statistiques ne varient pas au cours du temps. Donc, vous avez ici un exemple d'un signal stationnaire. Et dans le deuxième, c'est un signal, mais qui est non stationnaire. Pour troisième type de classification, c'est bien la classification énergétique. Pour l'énergie et puissance des signaux, donc vous avez un signal x de t défini sur moins l'infini à plus l'infini avec t0 un intervalle de temps. Pour l'énergie de x de t, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Donc, E, c'est la limite. Quand t0 tend vers l'infini, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt. Nous avons aussi la puissance moyenne de x de t, donc p égale la limite de 1 sur t0, quand t0 tend vers l'infini de l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à plus t0 sur 2 de x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Donc, elle est homogène à l'énergie totale. Pour les cas des signaux périodiques de période grand T, nous avons P égale à 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de x de T élevé au carré dt. Toujours avec la classification énergétique, nous avons des remarques. C'est que les signaux à énergie finie, ils ont une puissance moyenne nulle. Généralement, cas des signaux représentant une grandeur physique. Exemple, les signaux transitoires à support borné. Deuxième type, c'est bien les signaux à énergie infinie. Donc, la puissance moyenne, elle est non nulle. C'est le cas des signaux périodiques. Donc, ce sont des notions valables pour les signaux aléatoires et déterministes. La classification morphologique, soit en utilisant la quantification, mais le passage continu discret, ou bien avec un échantillonnage. Vous avez ici soit un signal analogique, signal quantifié, signal échantillonné, ou bien
signal numérique. On va voir ça dans la deuxième partie du cours. On va faire un retour sur la notion de bruit. Le bruit, par définition, c'est tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou l'interprétation d'un signal. La notion de bruit est relative, elle dépend du contexte. Exemple classique du technicien en télécommunication et de l'astronome. Donc, pour le technicien en télécom, onde d'un satellite, c'est un signal. Et les signaux provenant d'une source astrophysique, ce sont des bruits. Par contre, pour l'astronome, l'onde d'un satellite, c'est le bruit. Et les signaux provenant d'une source astrophysique, c'est un signal. Donc, tout signal physique comporte du bruit, une composante aléatoire. Après, on va voir une introduction à la notion du rapport signal sur bruit. Donc, notion de rapport signal sur bruit, l'objectif, c'est que le signal, c'est la composante déterministe plus une composante aléatoire. On va déterminer la qualité d'un signal aléatoire ou bien déterministe. On va faire l'introduction d'un rapport signal sur bruit, quantifiant l'effet du bruit. Donc, le rapport signal sur bruit, c'est la puissance du signal divisée par la puissance du bruit. Ou bien le rapport signal sur bruit en décibels, c'est 10 log décibels de rapport signal sur bruit. PS, c'est la puissance du signal et PB, c'est celle du bruit. Dans cet exemple, vous avez un rapport signal sur bruit qui est égal à 0 décibels. Et dans ce deuxième cas, vous avez un rapport signal sur bruit qui est égal à 26 décibels. Donc, vous voyez en bleu, c'est le signal plus bruit. Et en rouge, c'est tout simplement le signal. Maintenant, on passe aux signaux alimentaires continus. On va commencer par l'échelon. Donc, l'échelon est égal à 0 pour T négatif et 1 pour T positif. Donc, il permet d'exprimer l'établissement instantané d'un régime continu. Vous avez aussi le signal porte bien rectangle qui est égal à 1 pour la valeur absolue inférieure ou égale à taux sur 2 et 0 ailleurs, sachant que taux, c'est la largeur de la porte. Donc, peut aussi être défini comme une différence de deux échelons. Nous avons exponentielle décroissante. Y de t, c'est l'échelon multiplié par exponentielle moins at, donc elle est causale pour a positif. Et les signaux périodiques, soit sous forme de sinus ou bien cosinus. Maintenant, on va voir la notion d'autocorrélation. Nous avons que l'autocorrélation réalise une comparaison entre un signal x de t et ses copies retardées, l'étude de ressemblance d'un signal avec lui-même au cours du temps. Nous avons pour les signaux à énergie finie, la fonction d'autocorrélation Cx de taux égale l'intégrale de x de t par x conjugué de t moins taux dt. Donc, il est homogène à énergie, Cx de 0, c'est l'énergie du signal. Et pour les signaux à énergie infinie, donc Cx de taux, c'est la limite de 1 sur t, quand t tend vers l'infini, de l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, de x de t par x conjugué de t moins taux. Donc, il est homogène à une puissance, Cx de 0, c'est la puissance moyenne du signal. Pour les propriétés, nous avons la valeur absolue de fonction d'autocorrélation de taux. Elle est inférieure ou égale à la fonction d'autocorrélation de 0. Elle est maximum le point 0. Si nous avons x de t périodique, donc la fonction d'autocorrélation est périodique de même période. C'est la fonction d'autocorrélation, elle est paire pour des signaux réels. Maintenant, on va passer la notion d'intercorrélation. Donc, l'intercorrélation compare un signal x de t et un signal y de t retardé. Elle mesure la similitude entre ces deux signaux. Donc, pour les signaux à énergie finie, donc nous avons l'intercorrélation xy de taux, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par y conjugué de t moins taux des taux. Pour les signaux à énergie infinie, donc c'est la limite de 1 sur T0 quand T0 tend vers l'infini. Un intégral de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de x de t par y conjugué de t moins taux dt. Exemple d'application, c'est la détection par intercorrélation. Autre exemple, nous avons
détection de signal périodique noyé dans le bruit, l'analyse spectrale et les tests de blancheur. On va passer rapidement à une introduction aux distributions. Donc, nous avons ici, par exemple, V de T égale à 0 pour T négatif, égale à E0 pour T positif, sachant que V est discontinu. Donc, la question, que vaut le courant I de T? Donc, le courant I de T égale à C par la dérivée de V par rapport à T. I de T est nul partout. Le point 0, on ne connaît pas la valeur de I car V de T est discontinu en 0 et n'est pas donc dérivable à ce point. Maintenant, si on va porter que E de T en 0 existe, puisqu'il y a un transfert de charge, Q égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de I de T dt est égal à C E0. Entre l'alimentation et la capacité R, sous I de T égale à C E0, étrange, non. Donc, le courant serait une fonction qui vaut 0 partout et l'infini entre le point 0. Impossible car nous avons 2 par I de T égale à I de T ou bien I de T au carré égale à I de T. I de T n'est pas une fonction, donc c'est une distribution qu'on appelle distribution de Dirac. Si on va définir la distribution de Dirac, c'est une fonction. La distribution de Dirac ou l'impulsion de Dirac est définie par un intégral de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T par phi de T par Dirac de T dt est égal à phi de 0. Donc, Dirac appliqué à une fonction, c'est la valeur de la fonction le point 0. Une remarque, il n'existe pas une fonction sigma vérifiant cette propriété. Cependant, pour des raisons de commodité, on en la note souvent comme fonction de T, Dirac de T, qu'on va la représenter par une flèche à l'origine. Pour les propriétés, nous avons Dirac représente un signal de durée théoriquement nul et d'énergie finie qui est égal à 1. C'est une notation incorrecte mais commode. Dirac de T1 égale à Dirac de T moins T1. Une impulsion Dirac à l'instant T1 dans Dirac de T1 de phi égale à phi de T1. Une autre propriété, ce qui est x de t par Dirac de t moins t0 égale à x de t0 par Dirac de t moins t0. Pour la distribution de Dirac comme une fonction, nous avons Dirac de x égale à 0 pour x différent à 0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de x dx égale à 1. La remarque 1, ceci est impossible parce que l'air sous le pic ne peut pas être égal à 1. La remarque 2, c'est que l'énergie du Dirac est toujours égale à 1. Toujours à partir d'un signal porte, nous avons Dirac de x, c'est la limite de 1 sur tau de la fonction porte de tau de x. Pour tau, bien sûr, tend vers 0. Elle peut être vue comme la dérivée d'un échelon. Pour peigne de Dirac, sa définition, c'est une somme infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacée de T0. Les propriétés, c'est que x de t multiplié par peigne de T0, c'est la somme de x kt0 par Dirac de t moins kt0 sur k, bien sûr, la somme. Donc, c'est l'échantillonnage de la fonction x de t. Donc, quelques éléments sur la théorie des distributions. Toujours, on appelle une distribution D un opérateur sur l'espace vectoriel V de fonction phi t indéfiniment dérivable à support borné. Les propriétés, c'est D de phi 1 plus phi 2 égale à D de phi 1 plus D phi 2. D alpha phi égale à alpha, lambda, pardon, D de phi, sachant que lambda, c'est un scalaire. La dérivation d'une distribution, donc soit D une distribution. La dérivée des primes définit également une distribution telle que D prime de phi égale à moins D de phi prime. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour ce premier chapitre, introduction au traitement de signal, représentation temporelle des signaux. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.